Maman, ma tendre vieille maman, tu m'avais demandé d'écrire l'histoire de ces tristes années d'apprentissage. J'ai exaucé ton désir. Je jure sur ta croix que tout ce qui est écrit et dessiné dans ces cahiers est la vérité, rien que la vérité. Une vérité pareille, peut-être vaudrait-il mieux la rayer de sa mémoire. Mais que resterait-il? Une place vide dans laquelle le mensonge viendrait se glisser. Alors, que vive la vérité et que périsse le mensonge. Je m'appelle Eufrosinia Kersnovskaya. Mes amis m'appellent Frosia. Je suis née dans l'Empire russe. Ma famille a fui la révolution bolchevique en 1919 et s'est installée dans une propriété familiale en Roumanie. Depuis la mort de mon père, je dirige ce domaine agricole. Le 28 juin 1940, l'URSS a envahi la Bessarabie, la province de Roumanie où nous sommes installés. Nous nous sommes réveillés dans le fracas des chars soviétiques. Ceux qui vivaient près de la rivière ont attrapé leurs enfants et ont réussi à s'enfuir vers la Roumanie. Mais les routes étaient encombrées et les soviétiques arrivaient par derrière. En revenant des champs, je me suis assise auprès de maman pour prendre le thé en écoutant les nouvelles à la radio. Sa main a tremblé. Je revois son regard affolé. Notre univers familier, inébranlable, était déjà en train de basculer. Nous vivons désormais sous les lois soviétiques. Collectivisation des terres, confiscation des biens. On nous a chassés de chez nous. J'ai pris sur la table une photo de mon père. Un homme me l'a arrachée des mains. Le peuple ne veut rien garder qui puisse lui rappeler les propriétaires. Tout le bétail a été abattu jusqu'au dernier porcelet. Tout notre équipement agricole s'entassait dans la cour. Le plus important, c'était d'assurer à ma mère la sécurité. Un vieux prêtre partait pour la Roumanie et il y avait une place pour maman dans sa carriole. Je les ai accompagnés sur la route. J'ai serré maman très fort contre mon cœur. On m'avait déclaré que dorénavant, j'allais devoir subvenir à mes besoins en travaillant de mes mains. Qu'à cela ne tienne, c'était justement ce que j'avais fait toute ma vie. On finirait bien par comprendre que je n'étais pas une exploiteuse, une parasite. Vous connaissez la nouvelle? Ils sont venus chercher Petya Malinda en pleine nuit. Ils les ont fait monter dans des camions et personne ne sait où on les a emmenés. Frosia, vous aussi? Ils sont venus vous chercher cette nuit avec des fusils. Partez, cachez-vous, fuyez quelque part, vous pourrez peut-être leur échapper. Ce sont les coupables qui fuient, les lâches qui se cachent. Je ne vais pas attendre qu'on vienne me prendre au collet comme un lapin. J'irai les trouver moi-même. Pourquoi j'étais envoyée en relégation, je n'en savais rien. J'ai fourré dans mon sac à dos quelques sous-vêtements, une chemise tissée main, de bonnes chaussures. Dans une poche, le couteau de chasse de papa. Dans l'autre, mon passeport. La vieille Emma Yakovlevna m'a ouvert ses bras. Il ne faut craindre que Dieu. Mais il faut aussi espérer en lui.
C'est moi qui vous tiens lieu de mer à présent, et je vous donne ma bénédiction pour le chemin de croix qui vous attend. Je ne me rappelle plus comment je me suis retrouvée dans ce train. Je me souviens de la foule, des soldats, des cris, des coups, de la cohue et du wagon bourré à craquer de gens affolés. Petits employés, commerçants, demoiselles de petite vertu, instituteurs. Ils n'avaient qu'un seul point commun. Ils ne comprenaient pas ce qui leur arrivait. Ils sanglotaient de peur et de désespoir, surtout quand leur regard tombait sur le conduit dans lequel tous allaient devoir soulager leurs besoins naturels. Un militaire avait longé 2 fois le convoi à la recherche d'un médecin. Voyant que personne ne se présentait, j'ai déclaré qu'étant aide vétérinaire, je pouvais, le cas échéant, aider un être humain s'il n'y avait personne de plus qualifié. Dans le wagon voisin, c'était un vrai cauchemar. Les enfants étaient hâves, maigres, dépenaillés. Le 13e enfant d'une malheureuse terrorisée était en train de naître. Son mari s'était enfui en Roumanie. Or, les familles de ce genre de transfuges étaient condamnées à la relégation. Dans ce coin d'enfer, une petite fille venait au monde. De tous les wagons montaient des gémissements et des lamentations. Ils disaient adieu à leur patrie, à leur terre natale de Bessarabie. Le Dniepr, l'Ukraine, Kharkov, puis Voronej, Tambov, Penza, la Volga. Les kilomètres défilaient sous les roues, et ce fut l'Oural. L'Europe disparaissait. Notre train poursuivait sa route vers l'Est. À chaque escale, on débarquait des groupes de déportés. Si l'on recueillait toutes les larmes versées en Sibérie, on comprendrait pourquoi il y a tant de marécages sans fond, comme les souffrances des gens innocents. On nous transportait comme des objets volés qu'il fallait cacher à la population. Notre convoi s'arrêtait sur les voies de garage afin que nous ne puissions pas savoir où nous étions. On attendait. Qui ? Quoi ? Nous sommes arrivés sur notre chantier d'abattage. Il n'y avait pas de latrine, nous dormions tous pêle-mêle sur un chalit commun. Il n'y avait pas de vaisselle, et en guise de gamelle, nous utilisions des écorces de bouleau. Mais le plus terrible, c'étaient les moustiques. Likhatchov, un relégué lui aussi, avait beaucoup d'esprit. Nous avions allumé un feu et fait chauffer du thé, c'est-à-dire de l'eau. J'avais du sucre, 6 derniers morceaux que j'avais apportés de la maison, et je les ai partagés entre nous 3. Écoute bien ce que je vais te dire, Frosia. Garde tout ce que tu as pour toi. J'ai pris tout ton sucre. Cela fait peut-être des années que je n'en avais pas vu. Quant à mon fils Ilyusha, lui n'en avait jamais vu du tout. Et toi, tu n'en reverras peut-être pas de sitôt. De toute façon, ces morceaux de sucre n'auraient pas duré jusqu'à ma mort. Quel plaisir d'avaler son os tout seul en grognant contre tout le monde comme un chien. C'est vrai, mais la vie ici est pire qu'une vie de chien. Souviens-toi de mes paroles. Ne partage jamais rien avec personne. Dissimule tes pensées, car toute parole inconsidérée peut être utilisée contre toi et causer ta perte. Si tu as de la chance en quelque chose, cache-le. On pourrait t'envier et te perdre. Cache ta peur, car les souffrances et la peur rendent faibles, et les faibles, on les achève. Cache tes joies. Il y a tant de souffrances dans nos vies que la joie est suspecte. Mais avant toute chose, cache chaque morceau de pain, car tu vas vite comprendre que la mort nous guette tous, et toi aussi tu vas te retrouver prisonnière d'un cercle infernal.
On nous a envoyé passer l'hiver sur un autre chantier. Il fallait abattre tous les arbres, laisser un terrain complètement déboisé et même dessouché. Nous vivions coupés du reste du monde. Cochrane, notre chef, était notre tsar. Nous étions totalement à sa merci. La norme, qui, jusqu'à son arrivée, était de 2,5 mètres cubes de bois par personne et par jour, a d'abord été portée à 6 mètres cubes. Puis, il en a exigé 9 et à la fin 12. Barzac n'arrivait pas à venir à bout de son travail de charretier et personne n'avait le droit de lui venir en aide. D'ailleurs, personne n'en avait la possibilité. Tout le monde se tuait au travail pour remplir la norme et tout le monde vivait sous la menace d'être privé de ration. J'ai vu de mes yeux cette scène du Moyen-Âge. Le vieux Barzac rampait sur la neige devant Cochrane en lui baisant les pieds et en se tordant les mains. Il le suppliait de ne pas le rayer de la liste de ceux qui avaient droit à une ration, c'est-à-dire le droit d'acheter, avec leur argent, 800 grammes de pain par jour. Il avait 2 enfants, une femme malade et une vieille mère. Il pleurait, s'excusait comme un ver de terre foulé aux pieds. Il fallait voir l'expression satisfaite de Cochrane. C'était inimaginable. La tension permanente dans laquelle nous devions travailler n'était pas uniquement physique. Nous vivions sous la menace d'une accusation de sabotage, selon l'article 58-14 du Code pénal, si pour une raison quelconque, on restait plus d'une vingtaine de minutes sans travailler au cours d'une journée. Cochrane se cachait derrière un tronc, montre en main, et comptait les minutes. Dimitri Alexeyevitch, je n'en peux plus. Tu n'en peux plus? Eh bien, meurs. Le travail de bûcheron est un travail dangereux en soi. Si en plus on travaille à la va-vite, en se dépensant au-delà de ses forces, rien d'étonnant à ce que les accidents aient été fréquents. On ne pouvait s'empêcher de frissonner en voyant cette jeune fille clouée au sol par une branche. Elle s'est fait tuer sous nos yeux, et bien des gens l'ont enviée car sa mort avait été rapide. Un agitateur est arrivé sur notre chantier d'abattage pour nous faire une conférence. Nous étions dans une totale ignorance de ce qui se passait dans le monde. Il lisait un papier selon lequel l'Allemagne avait traîtreusement attaqué notre pays pacifiste en nous prenant par surprise. Mais cela allait changer. Il nous suffisait de réorganiser notre industrie militaire et nous allions leur en faire voir. Après une nuit passée dans la promiscuité et les mauvaises odeurs, il fallait, à 5 heures du matin, faire la queue devant la cantine. La porte s'ouvrait et la foule des bûcherons, rendus fous par la faim, s'engouffrait à l'intérieur d'un bond. Ils se ruaient vers la cambuse et, piétinant ce qui était tombé à terre, prenaient d'assaut le guichet par lequel on distribuait la nourriture. Quelle foire d'empoigne! Quelle tristesse de voir des gens perdre ainsi toute dignité humaine! On avait désigné un stakhanoviste, Vassia Timochenko, un robuste gaillard de 18 ou 19 ans en excellente santé. À la cantine, il disposait d'une table personnelle. Il pouvait acheter autant de rations qu'il voulait. C'était un spectacle répugnant. L'incarnation même de la canaille triomphante. Il touchait 8 rations de soupe avec des boulettes de semoule, ouvrait une boîte de viande en conserve et il mâchait ostensiblement. Les crevards démoralisés se regroupaient autour de lui dans l'espoir de recueillir ses restes. Maîtresse, peut-être que c'est trop pour vous. Peut-être que vous en donneriez à ma sœur et à moi. De quoi parles-tu? Des pâtés. Peut-être qu'un seul, ça vous suffirait. J'ai suivi son regard et j'ai compris.
Sur le rebord de la fenêtre, mes moufles brunes, toutes boursouflées, luisaient au clair de lune. Mais ma chérie, ce ne sont pas des pâtés, ce sont des moufles. Le 24 décembre, jour de mon anniversaire, j'avais pour tâche d'émonder les troncs, d'écorcer les souches et de brûler tous les déchets. Le bois était humide et ne s'enflammait pas. Il se contentait de grésiller en se ratatinant. 9 feux brûlaient dans les différents coins de la coupe. Je courais de l'un à l'autre, ployant sous les charges. Je trébuchais, je tombais, je me relevais et je continuais à transporter le bois. Je suis arrivée au bout de mes forces et j'ai compris qu'il me serait impossible de remplir la norme. Pour la première fois, j'ai succombé au désespoir. J'ai ramassé mes outils et je suis partie, vacillant de faim et de fatigue. Les 7 kilomètres jusqu'au village m'ont paru sans fin. J'ai entendu la tombe se refermer sur moi. Je n'avais aucune issue. Je suis restée couchée, inerte, plongée dans un délire comateux. Pas une présence amie, pas un mot de réconfort, seule, absolument seule. Et voilà que soudain, des ombres se sont glissées dans ma baraque. Étais-je en train de rêver, de délirer ? Frosia. Frosia. Non, c'étaient bien des êtres humains, des femmes de la région. Frosia. Ton âme d'ange se meurt. Tu as défendu la vérité. Seigneur, sois miséricordieux avec ta servante Frosinia. Accorde-lui une fin douce. On m'a glissé entre les mains un cierge de cire allumé. Chacune en sortant déposait à mon chevet un vêtement de femme pour mon enterrement. Et de nouveau, je me suis retrouvée seule. Mais je savais à présent qu'ici, dans ce village, je n'étais pas complètement abandonnée. Des femmes étaient venues me dire adieu. Elles avaient promis de prier pour moi. Je me sentais beaucoup mieux. Rassemblant mes dernières forces, j'ai pris une hache et j'ai foncé vers les bureaux, traversant tout le village en courant. Voilà les fenêtres éclairées. Assis à sa table, celui dont je vais à présent trancher la tête. Je le regarderai une dernière fois droit dans ses yeux de cadavre et je lui planterai la hache entre les yeux. Ma main ne tremble pas et ma hache ne me trahira pas. Elle coupe comme un rasoir. Cochrane était assis à la table, mais dos à la porte. Tuer un être aussi malfaisant est une bonne action. Mais pour frapper quelqu'un par derrière, il faut être un assassin. Je n'ai pas pu frapper. J'entendais mon cœur cogner dans ma poitrine. Lentement, je me suis détournée. J'allais mourir, il n'y avait pas d'autre issue, mais pas sous les yeux de Cochrane. Avec une hâte fiévreuse, j'ai enfourné toutes mes affaires dans mon sac à dos. Quelques pas, et je me suis retrouvée au bord d'un trou dans la glace. Ici s'arrêtait le pouvoir de Cochrane. Ici m'attendait la fin de mes tourments, la fin des humiliations, la fin de tout. Du fond de ce trou me fixait une eau noire, pareille au Styx, le fleuve du royaume des morts. Mon Dieu, ai-je murmuré les mains jointes, comme dans mon enfance. Mon Dieu, montre-moi ce que je dois faire. J'ai eu l'impression de sentir une main me caresser les cheveux. Maman, morte ou vivante,
Son âme était avec moi, et aux instants critiques de mon destin, sa prière a toujours adouci les coups, me donnant la force de les supporter. Devant moi, sans doute, la mort. Derrière aussi, la mort. Une mort d'esclave, une mort d'homme libre. Mon choix était fait. Je me suis relevée d'un bond et me suis dirigée vers l'ouest. J'ai erré dans un épais brouillard glacé. Sur une hauteur, quelques maisons. Vite, vite retrouver les hommes et la chaleur. Encore un tout petit effort et j'aurai un toit au-dessus de ma tête. C'était un hameau de 8 maisons. J'ai frappé aux 8 portails. Passe ton chemin, ou je lâche mes chiens! Passe ton chemin! À présent, je savais qu'il ne me restait qu'une seule issue, la taïga. Comment ai-je eu le cran, moi qui ne savais presque pas nager, de plonger sans hésiter dans cette eau noirâtre sur laquelle flottaient des blocs de glace? Une fois arrivé sur la rive opposée, je prenais tout mon barda et, nu comme un verre, je me mettais à courir, le temps de me sécher complètement et de me réchauffer un peu. Il valait mieux se reposer le jour, il faisait plus chaud, c'était plus sûr. Une tempête m'avait obligé à faire fi de toute prudence et à suivre des routes fréquentées au lieu de chemins écartés. Un chargé de pouvoir m'a demandé mes papiers et comme je n'en avais pas, m'a conduite au soviet du village. Qui êtes-vous? Où allez-vous? Pourquoi n'avez-vous pas de papier? J'ai expliqué qui j'étais et d'où je venais. Je ne savais pas pourquoi j'avais été envoyé en relégation, mais pourquoi j'avais tenté de fuir, c'était facile à comprendre. Les hommes ont échangé un regard. Nous avons tous un jour ou l'autre tenté d'échapper à la relégation sans succès. Va-t'en, femme. Nous te souhaitons de réussir. Cette réaction imprévue m'a laissé sans voix. Je me suis dirigée vers la porte. Sur les murs, les portraits des guides me regardaient. Ils devaient être aussi étonnés que moi. J'ai continué ma route. Mes vagabondages ont duré 5 mois. J'ai compris que les êtres humains étaient beaucoup plus dangereux que la nature, menaçante et impitoyable, mais équitable. Quand on lutte avec elle, on peut vaincre à force de courage, tandis qu'avec les hommes, il faut user de ruse, et dans ce combat-là, j'étais désarmée. Tu vas loin? J'ai sursauté. Derrière moi, une vieille femme, elle avait le bras amputé jusqu'au coude. Viens chez moi, tu m'aideras à rentrer mon bois, je suis infirme. Il était presque midi lorsque je suis arrivée au bout de ma tâche. La vieille est sortie, la cigarette au bec, et m'a invitée à manger un morceau. Mon regard a été attiré par quelque chose de familier. Ça alors? Mais c'était ma couverture? Je t'achète ta couverture, je me taillerai un manteau dedans. Mais elle n'est pas à vendre. Je t'ai mis 1 kilo de beurre dans ton sac. Je vous dis que ma couverture n'est pas à vendre. 1 kilo de beurre, c'est un bon prix pour une couverture volée. Volée? Ah, tu le prends comme ça? Machka, dis à l'agent du NKVD de se dépêcher. Explique-lui que la femme qui a déserté et que j'ai arrêté avec des objets volés fait la mariole. C'était un truc vieux comme le monde, mais j'étais si naïve.
Adieu, couverture. Mon périple a pris fin en août 1942, dans un village perdu dont j'ai oublié le nom. Il s'est terminé de la façon la plus lamentable qui soit. J'ai été arrêtée par une fillette chétive, une rouquine, une gringalette. Elle m'a demandé mes papiers. J'ai répondu que je n'en avais pas et elle m'a conduite au soviet du village. La porte a claqué. Les clés ont cliqueté pendant une éternité. Quel bruit atroce, odieux. J'ai fermé les yeux pour ne pas voir les barreaux, la tinette, pour ne plus rien voir. On a pris l'empreinte de mes doigts et de ma paume et me voilà dans une autre cellule. Il y a 11 femmes, je suis la 12e. J'avais cru qu'on enfermait dans cette prison intérieure que des criminels vraiment dangereux, des politiques. Les voilà donc, ces dangereux criminels. Tout d'abord, 3 vieilles femmes, dont 2 étaient des nonnes. L'une était là parce qu'elle avait fabriqué des couvertures en piqué, l'autre parce qu'elle avait élevé une chèvre blanche, la 3e était une colcosienne, elle s'était plainte de sa sciatique, elle avait été arrêtée le lendemain. Debout! On se déshabille, on lève les bras, on sort dans le couloir, on s'aligne contre le mur. La fouille nocturne, une procédure fréquente, était la plus humiliante de toutes. Nues, nous sommes particulièrement impressionnantes. Au royaume des aveugles, les borgnes sont rois. À côté d'elles, je fais encore figure de héros. Frosia, tu es vivante? Pourquoi tu n'as pas tué ce salaud de Cochrane? On t'aurait fusillé, mais combien de gens tu aurais sauvés? Jamais je n'aurais reconnu dans cette vieille femme échevelée Olia Popova. Regarde au bout du dernier rang, c'est Vassia Timoshenko. Même lui, le fameux stakhanoviste dont nous devions tous suivre l'exemple, même lui, il est en prison. Cochrane ne fait grâce à personne. On avait du mal à croire que ce loqueteux, voûté, grelottant de froid et couvert de morve était la canaille triomphante que nous avions vue assis à une table particulière. L'instruction de mon affaire se poursuivait. Je sais tout de vous, Euphrosynia Antonovna. Je connais votre nature intrépide et fière. Vous avez compris maintenant que vous avez perdu la partie, que vous n'avez aucune chance de vous en sortir. Était-ce l'effet de son pouvoir hypnotique? Ou étais-je déjà trop affaibli pour lutter? Sous mes pieds s'ouvrait un gouffre béant. Vous avez fait de la propagande antisoviétique, vous avez calomnié l'URSS, vous avez incité les travailleurs à ne pas remplir la norme, vous avez fait l'éloge du système capitaliste, vous avez poussé les autres à la désobéissance. Le poste de radio diffusait une musique indistincte, mais si familière. Krieg, Tchaïkovski. Les images que cette musique a fait naître en moi ont été la rafale de vent qui a dissipé l'hypnose du démon de la perversité qui m'entraînait vers l'abîme. Vous avez fait de la propagande antisoviétique, vous avez calomnié l'URSS, vous avez incité les travailleurs à ne pas remplir la norme. Je peux ne pas approuver votre système. Je peux être indigné par les injustices qu'il engendre, mais je suis russe. Et il m'est aussi impossible de porter préjudice à ma patrie, surtout en ce moment, que de lever la main sur ma propre mère. J'ai nié catégoriquement toutes les accusations, et plus particulièrement celle d'avoir souhaité la victoire des Allemands. Tout ce que je vous ai dit est la vérité, et vous ne tirerez rien d'autre de moi. Le procureur devait me faire prendre connaissance de mon dossier d'instruction, ce qu'on appelait la signature de l'article 206. Sur la table, des monceaux de papier, rien que des dénonciations de Cochrane. Ces papiers contenaient ma vie et ma mort. Je n'avais pas l'intention de me presser,
et j'ai lu jusqu'au bout les divagations de ce sadique fou. Je devais y apposer ma signature. J'ai trempé ma plume dans l'encre et j'ai écrit sans hésiter « Mensonge ». L'une après l'autre, les femmes passaient en jugement. Et mon tour arriva. J'ai mené un combat plus absurde que toutes les batailles menées par Don Quichotte. J'ai énuméré toutes les aberrations que j'avais vues en relégation, pendant mon évasion, en prison. La vérité est comme la lumière. Jamais un rayon de ténèbres ne pénètre dans une demeure éclairée. Voilà pourquoi votre noir mensonge redoute la lumière de la vérité. Au nom de l'Union des républiques socialistes soviétiques, condamné à la mesure suprême de défense de l'ordre social, la peine de mort. Dix jours plus tard, j'ai été convoqué et le secrétaire m'a annoncé que ma peine de mort avait été commuée en 10 ans de camp de redressement par le travail. Ah, Sibérie, petite mère Sibérie, on a fait traverser tes grands espaces à bien des caravanes de prisonniers. Autrefois, leurs chaînes cliquetaient, maintenant il n'y a plus de fer, mais on obtient le même résultat grâce à la faim. Nous sommes entrés dans un village. Une petite paysanne vient à notre rencontre. À chaque bout de sa palanche, un seau rempli d'eau. Brusquement, j'ai éprouvé une soif dévorante. Soudain, tout s'est éteint. Il n'y avait plus dans mon champ de vision que la paysanne avec ses seaux. Puis des ténèbres absolues ont tout englouti. Elle est vivante. Peut-être, mais elle ne se relèvera pas. Elle se remettra. Elle a la vie dure. Pochalenko me fourrait un bout de pain gelé dans la bouche. Je suis arrivée, non sans mal, à la vallée. J'ai senti les ténèbres se dissiper comme si je remontais du fond d'une piscine. Et rassemblant toutes mes forces, je me suis relevée. Arrivé au camp de rééducation par le travail. On a commencé par nous obliger à nous déshabiller complètement. Le but de cette fouille était de nous laisser nos guenilles et de nous prendre les vêtements en bon état. Ils étaient 10 voleurs à dépouiller ainsi sans vergogne des malheureux à moitié morts. Les étoiles scintillaient au-dessus de nos têtes et sous nos pieds nus des excréments gelés. On nous a recomptés et on nous a conduits dans une baraque de transit. Le voyage est fini. Je suis ici pour y vivre, pour y travailler. Au moins je vais servir à quelque chose. Le travail, ce n'est pas ça qui me fait peur. Vous êtes dans l'équipe de Weissman. Allez le voir, il vous donnera votre pain. Voici le conseil que je vous donne. Quand vous travaillerez, efforcez-vous d'économiser vos forces vitales. Ne dédaignez aucun moyen de manger un bout de pain en plus. Je vois que vous êtes indigné. Mon cynisme vous choque. Moi-même, il y a 6 ans, je n'aurais jamais cru que je parlerais un jour ainsi. Et je vous assure que d'ici bien moins de 6 ans, vous serez d'accord avec moi. Un être humain dans son état normal peut survivre plus d'1 mois sans manger. Mais une flamèche, c'est-à-dire un être humain à l'extrême limite de l'épuisement, meurt au bout de 2 ou 3 jours s'il est privé de nourriture. Chaim Isakovitch Weissman était un homme sage et bon. Quelle ruse de serpent il déployait pour préserver la ration et donc la vie de ses équipiers. 123 crevards qui pouvaient espérer survivre. Voici quels sont les ateliers dans lesquels travaille notre équipe. La fabrication de jouets en bois, camions, peignes ou porte-cigarettes.
et l'atelier de tonnellerie, où on fabrique des cerclages, des lattes en merisier et où on assemble les tonneaux. Je vous ai transféré à l'atelier de pyrogravure. Mon coéquipier, le vieux Fedia Balandine, était natif de Tambov. Son travail était de tourner la roue d'un ventilateur qui soufflait sur des braises. Courbé dans les volutes de fumée âcre, je m'armais de pointes chauffées à blanc. Le soir, nous étions tous les deux à moitié morts d'asphyxie. Regarde ce que j'ai apporté, Frosia. On va faire un festin, toi et moi. Ah, Frosia. Vivrons-nous assez longtemps pour fêter Pâques en liberté? Je voudrais tant manger encore une fois des crêpes de froment. Juste une fois. Si tu voyais les crêpes qu'on fait chez nous, à Tambov. Avec précaution, il a déplié un chiffon sur le bord de la meule. C'était du sel, une cuillère à café de sel. Tout le monde ne peut pas comprendre. Il faut savoir ce que cela veut dire, partager une pincée de sel. Nous émiettions notre ration de pain, nous trempions délicatement chaque morceau dans le sel et nous le dégustions pieusement. Non, tu n'as pas vécu assez longtemps pour fêter Pâques en liberté et jamais plus tu n'as mangé de crêpes dans ton Tambov natal. Quelques jours plus tard, j'ai appris que Balandine était devenu fou. Il avait traversé toute la zone en hurlant, complètement nu. Les 3 D des camps. Dysenterie, dermatite, démence. Du fait des carences en vitamines, presque toute la population du camp, environ 800 personnes, était atteinte d'héméralopie. C'est un curieux spectacle. Le soleil vient à peine de se coucher. Il fait encore jour et une colonne de flamèches titube en s'appuyant contre le mur, tâtonnant avec un bâton pour trouver le guichet de distribution, comme s'il faisait nuit noire. Mais pour eux, il fait vraiment nuit. Ces crevards ne sont aveugles qu'après le coucher du soleil. Pour ne pas renverser leur précieuse écuelle de soupe, ils s'empressent de la boire avant de s'éloigner du guichet. Et la plupart du temps, les suivants les bousculent et renversent la précieuse lavasse. La victime est alors au désespoir. À 4 pattes sur la neige piétinée, elle ramasse des poignées de sueur imbibées de soupe et se les fourre dans la bouche. Frosia! Je suis restée pétrifiée en voyant près de la clôture la grande silhouette maigre de Vera. Elle n'avait plus rien de la femme élégante que j'avais connue au camp de Mejaninovka. Ma rencontre avec Vera et l'état dans lequel je l'ai trouvée m'ont bouleversée. Elle était en train de mourir. Travailler au ramassage des légumes, c'était le seul moyen de sauver son bébé et de la sauver elle. La nuit, je travaillais dans un atelier et le jour, dans les champs. Il était impossible de rapporter des pommes de terre quand on était fouillé ainsi. Que faire? J'ai trouvé une solution. Je râpais des pommes de terre sur une râpe que j'avais fabriquée avec une boîte de conserve et des clous. Avec la pulpe, je me confectionnais des protubérances qui ne pouvaient éveiller les soupçons des gardes. Vera était si contente. Les larmes aux yeux, elle serrait contre son cœur ces petits sacs humides et tièdes, remplis de pulpe noircie, qui contenaient la vie de son enfant et ses espoirs de mère. Kersnovskaya? Y a quelqu'un qui s'appelle comme ça ici? Oui, moi. Qu'y a-t-il? Vous êtes capable de mettre au monde des porcelets? Quel porcelet? Il y a une truie qui a du mal à accoucher et on a vu dans votre dossier que vous aviez fait des études de vétérinaire. Mon Dieu, dans quel état déplorable étaient les porcs. Après avoir fait le ménage en grand et tout blanchi à la chaux, j'ai insisté pour ne plus les nourrir dans leur enclos, mais dans un réfectoire. Les rats n'avaient plus rien à se mettre sous la dent. Écoute, il y a un colonel qui part en mission à Moscou. Ils ont des pénuries de viande là-bas.
Il faudrait écrire un rapport comme quoi un des porcs est mort. Tu trouveras bien une raison. Je ne peux pas faire quelque chose d'illégal. Demande ça à quelqu'un d'autre. Le porc a été égorgé et le colonel est parti pour Moscou avec une valise pleine de viande. Frosia, Vera vous demande de baptiser son bébé. Vera était sortie de la maternité. Son petit garçon avait survécu aux jours les plus critiques, mais il allait mal, très mal. Il existe une croyance selon laquelle même les enfants dans un état désespéré survivent après ce rituel. Frosia, on ne peut pas priver une malheureuse mère de cet espoir. Dans mes bras, sur un morceau de tissu blanc, se tortillait le petit-fils et arrière-petit-fils des amiraux Nevelskoï, qui ont tant fait pour la Russie. Il n'y avait pas de Saint-Crème, et avec un petit crucifix trempé dans de l'eau, j'ai fait le signe de croix. Pust чувствовать будут чисты. Pust put твой будет направлен к добру. Pust put гид твой случат правде. Kersnovskaya, prenez vos affaires. Au poste de garde. Eufrosinia Antonovna, née en 1908. Article 58-10, vous êtes de nouveau en état d'inculpation. Elle est à moi. Elle va m'attendre ici. Il y avait plusieurs tables à l'intérieur de cette pièce plongée dans la pénombre, et à chacune d'elles, une femme devant un tas de lettres. J'ai compris que c'était ici que l'on filtrait le courrier. Une femme, sans même déplier le papier plié en triangle, le déchire, purement et simplement, et le jette dans la corbeille. Puis elle en prend un autre, et sans le lire, le pose sur le tas devant elle. Ce n'était pas de la censure, c'était le hasard le plus aveugle. J'ai senti que je n'en pouvais plus. Me voilà. On y va. En cet instant, je n'avais qu'un seul désir, mourir. Seule la mort pouvait me tirer de ce cauchemar sans fin. Ce qui s'est passé ensuite est toujours resté un mystère pour moi. Comment se fait-il que j'ai réussi à lui dérober discrètement son pistolet ? Un grand vide s'était fait autour de moi et en moi. Je n'étais consciente que d'une chose. Bientôt, je ne verrai plus toutes ces prisons. Je n'aurai plus à répondre à ces questions que j'assimilais aux attouchements d'une pieuvre me fouillant les entrailles. Je ne verrai plus cette insensibilité bestiale qui détruisait des lettres pliées en triangle que des mères attendraient en vain. J'ai sorti le pistolet de ma poche. J'ai enlevé le cran de sûreté. Dans la bouche. Sur la tempe. Le doigt sur la gâchette. J'ai levé machinalement les yeux sur la fenêtre. C'était un miracle. La beauté. L'éternelle beauté. Le ciel. Une branche toute verte. Des hirondelles. Et tout cela continuerait à exister sans moi. Bon, alors, vous êtes accusée de vous être introduite dans la porcherie dans le but prémédité de faire de la propagande anti-soviétique. Ça alors ? Moi qui pensais que j'étais là pour soigner des porcs malades. Nous avons patiemment surveillé vos agissements, nous savons tout sur vous. Chacune de vos paroles a été confirmée par des témoins. Vous avez même osé parler de façon irrespectueuse de grands poètes et écrivains soviétiques. Ah, c'était ça ? On m'avait dénoncé en rapportant mon avis sur des poèmes anti-religieux, dont ceux de Maïakovski. Savez-vous que Maïakovski est la fierté de notre poésie ? La fierté de notre poésie, c'est Pouchkine. Et tous ces bredouillements vulgaires destinés à des alcooliques sans instruction, ce n'est pas de la poésie, mais des grimaces. Alors, devant qui avez-vous prononcé vos paroles séditieuses ? Devant la marmite de nourriture pour les porcs. Cette comédie de procès a pris fin le 24 juin 1944 à 11h30 et la sentence a été prononcée. Comme il fallait s'y attendre, 10 ans de camp de redressement par le travail.
J'étais désormais considérée comme une récidiviste. Norilsk, camp numéro 9. J'ai été affectée à la construction d'un immeuble. C'était moi qui goudronnais le toit. Je ne m'étais pas rendu compte tout de suite que mon genou s'était infecté. On m'a retrouvée dans l'escalier. Je délirais. Ma jambe enflée était dure comme du bois et j'avais le corps couvert de taches pourpres. Les urgences m'ont emmenée à l'hôpital central du camp avec un diagnostic de septicémie. Je me souviens très bien de mon arrivée à l'hôpital. Ce fut une épreuve, une humiliation terrible quand l'aide-soignant m'a rasé tous les poils. On voulait m'amputer à partir de la hanche. À l'époque, il n'y avait ni sulfamide, ni antibiotiques, et pourtant, non seulement j'ai survécu, mais le docteur a même réussi à me garder ma jambe. À l'hôpital, on m'a traité avec beaucoup de bienveillance. Je recevais souvent la visite du docteur Mardna, un médecin compétent et un homme cultivé. Je pouvais parler sans prendre de précautions, sans craindre d'être trahi. À ma grande surprise, et surtout à ma grande joie, une fois rétablie, je n'ai pas été renvoyée dans le camp numéro 9. On m'a gardée à l'hôpital central du camp pour y travailler. Beaucoup de nos malades avaient été prisonniers de guerre en Allemagne. Ils avaient subi de terribles privations dans les stalags. À leur libération, ils avaient été déclarés traîtres à la patrie et condamnés selon l'article 58.1b à 15, 20 ou 25 ans de détention. Ils refusaient obstinément d'écrire à leur famille. Ils ont reçu un avis de décès. Ils m'ont déjà pleuré. Peut-être verse-t-on une pension à mes enfants. À quoi leur servirait de me savoir en vie ? Cela me paraissait tellement inconcevable. J'essayais de les convaincre d'écrire, et malheureusement, j'y réussissais parfois. Je n'ai compris que bien des années plus tard que c'était eux qui avaient raison. Dire que je croyais accomplir une bonne action en leur achetant des timbres avec mes 100 roubles. Eufrosinia Antonovna, vous allez travailler à la morgue. À la morgue ? Et puis quoi encore ? Non, je n'irai pas. Il n'y a que dans une morgue qu'un médecin peut vérifier la justesse de ses diagnostics. Et cela peut aider à sauver de nombreuses vies. Vous voilà à la morgue. Il n'y a que deux façons de sortir d'ici. Être libéré ou se retrouver sous le mont Schmitt. En été, il fallait creuser des tombes, ou plutôt des fosses communes, d'avance, au pied du mont Schmitt. Il me faut trouver une alternative. En juin 1947, j'ai demandé « Envoyez-moi à la mine ». « Vous avez perdu la tête ?» m'a dit Belkin, le répartiteur, en levant les bras au ciel. Vous savez ce que c'est, la mine ? A ajouté avec horreur Louzine, le comptable. « Vous n'irez dans aucune mine !» A coupé Ivanov, le directeur de l'hôpital central. « Je veux aller à la mine et uniquement à la mine. Je ne travaillerai nulle part ailleurs. » Dans une mine, il y a les ténèbres absolues et le permafrost éternel. Le grondement de la grande roue dentée du treuil est si assourdissant qu'on en perd l'équilibre. Pendant tout le travail, ça tape, ça grince, ça gronde, ça gémit. Et pourtant, j'avais l'impression qu'un rayon de lumière était entré dans mon âme. Le temps passait, les jours, les mois, les années. À des hivers interminables succédaient des étés trop courts. Mes forces déclinaient.
J'ai été convoquée chez Bloch, le directeur du camp. J'avais entendu dire que c'était un brave homme. Reposez-vous, ensuite vous viendrez me voir pour me dire où vous voudriez travailler. Je peux déjà vous dire où je voudrais travailler. Sur la base des produits industriels et alimentaires, comme débardeur. Mais c'est le travail le plus dur. Celui-ci donne droit à des décomptes. Une journée de travail là-bas en vaut 3. Grâce au décompte des journées de travail, j'ai été libérée en août 1952, alors que normalement j'aurais dû l'être seulement en juin 1954. Mais on ne m'a pas laissé partir. Pendant 2 mois, j'ai été une libre non libérée. Un jour, un général a débarqué à Norilsk pour inspecter le camp. Lorsqu'il est entré dans ma section, j'étais seule. Depuis quand une détenue a-t-elle le droit de dessiner? Ma peine est terminée depuis 2 mois. Et, à sa demande, je lui racontais ma vie, mon évasion, ma seconde condamnation. Après m'avoir écouté, il s'est éloigné puis il est revenu sur ses pas. Montrez-moi ce que vous dessinez. Je venais juste de terminer une copie du tableau « Vassili Terkine, repos après le combat ». C'est superbe. Si cela vous plaît, prenez-le. Le lendemain, j'ai été convoquée et définitivement libérée. Une fois réglées les formalités, on m'a donné à signer un document spécifiant que j'oublierais tous ceux qui restaient ici et que jamais je ne parlerai de ce que j'ai vu et vécu. Me taire? Mentir? Je n'ai jamais menti et je n'ai pas l'intention de commencer aujourd'hui. On m'a tout de même laissé partir. Mes premiers pas en liberté, j'ai été accueillie par une tempête de neige. Devant moi, l'inconnu total. Nulle part où m'abriter. Je possédais en tout et pour tout 40 roubles. Je suis partie chercher du travail. Où ? À la mine, bien entendu. L'événement majeur de cette année 1953 fut la mort de Staline. Le 3, le 4, le 5 mars, l'ogre était malade. Le dévoreur d'hommes était dans un état désespéré. Le grand, l'unique, il était mort. Fallait-il se réjouir ? Pleurer ? C'était à la fois comique et consternant de voir le responsable de notre équipe, Boudnik, qui n'osait prendre une décision. Il s'est mis subitement à faire preuve d'initiative. Drapeaux en berne, rubans noirs sur les portraits. Jamais il n'a été aussi évident que les habitants de ce pays étaient asservis à ce vampire. Je ne me réjouis pas. Je ne suis pas soulagée. Je suis dégoûtée. Au bout de 3 années de travail en tant que travailleuse libre, je devais prendre des vacances pour ne pas perdre les jours de congé auxquels j'avais droit. J'ai pris la décision de passer l'été 1957 en Bessarabie. Quelle tristesse de voir ce qu'était devenu ce coin de paradis où tout me parlait de mon bonheur passé, de ma famille si aimante. Par miracle, la croix de papa était restée intacte. Autour, c'était un désert. Les beaux chênes, le jardin, la maison, tout avait disparu. J'ai pris dans mon mouchoir une poignée de terre comme talisman. J'ai cueilli une brassée de thym parfumé. Puis j'ai baisé la croix et je suis partie sans un regard en arrière.
À la sortie du village, j'ai acheté des abricots. Cela faisait 18 ans que je n'en avais pas mangé. Il commençait à faire nuit quand j'ai débouché sur un jardin où une petite vieille faisait cuire de la confiture. Frosia? Comme Alexandra Alexeyevna va être heureuse quand elle saura que vous êtes vivante. Tout a tournoyé devant mes yeux. C'était Elena, une amie de maman. Maman? Maman est vivante? Où est-elle? Elena était incapable de répondre à la question. 3 ans auparavant, elle avait entendu à la radio un appel de ma mère demandant que toute personne sachant où se trouvait sa fille Eufrosinia veuille bien le lui faire savoir. Elle se trouvait donc en Roumanie en 1954. Était-elle toujours en vie aujourd'hui? C'est qu'elle avait déjà 79 ans. J'ai passé toute la nuit à écrire des lettres pour la Roumanie. J'ai écrit un peu partout, au hasard. J'avais calculé que la réponse arriverait d'ici 2 semaines. J'allais donc passer ces 15 jours à voyager. C'est la meilleure façon de rendre l'attente supportable. Le point de départ serait Odessa, la ville de mon enfance. Me revoilà au point de départ. Je te bénis, je t'embrasse, je te serre dans mes bras. Je lisais et relisais le télégramme international. Je te bénis, je t'embrasse, je te serre dans mes bras. Je t'embrasse, je te serre dans mes bras. Vivante, ma vieille maman est vivante. Pour commencer, nous devions refaire connaissance. C'est qu'il s'était écoulé 17 années. Si je regardais en arrière, il semblait que durant ces années, j'avais vécu assez d'événements et d'émotions pour remplir 17 siècles. Je me suis fait photographier en tenue de randonnée. Voilà ta fille, maman. Tu n'as pas besoin de la connaître telle qu'elle était pendant ces terribles années d'épreuve. Tu vois une randonneuse souriante. C'est mieux comme ça. Il m'a fallu écrire à toutes sortes d'instances afin d'obtenir l'autorisation de la revoir l'année suivante, en 1958. J'ai gravi les 2 étages d'un seul bond. Maman est là? Je n'ai pas eu à attendre la réponse. Elle était là, toute vieille, ses yeux si remplis d'amour. Nous avions tant de choses à nous raconter que nous gardions le silence.